Ok. Voy y vengo. Voy a dejar el coche y voy andando. Está... Ok, sin problema. Estamos aquí. Attends-toi à ce que le chien aboie quand il revient. C'est bon, t'as réussi à contacter Didier? Alors, non, mais on est déjà en direct. Ça a commencé. D'accord. Parce que j'ai pas noté j'ai pas pu noter son nom. Ok. Comment c'est son nom? Je l'appelais. Estamos aquí. Didier. Attends-toi à ce que le chien aboie. Ah, il vient de me dire là. C'est bon, t'as réussi là, on peut commencer là. On est en direct. On est en direct. D'accord, oui. On est en direct. Sur Facebook, si vous ouvrez Facebook, vous allez voir. Alors, c'est Didier Jean. Didier Jean.Doré. Didier J'ai envoyé le lien. Didier Jean.Doré. D-O-R-E. C'est tout. Didier Doré, Jean. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ok. Voilà, comme ça tu peux l'inviter. Je le salue et je l'appelle. Bonjour. Bonjour Didier. Ah salut. C'est Pierre ici. Salut Pierre. Alors j'ai pas de vidéo, je suis désolé hein. Ah. Donc t'entends ma voix, moi je te vois, mais mais t'as pas de. Oui. Voilà, t'as pas de mais visuel. Tu sais pas, il faut que je rappelle tout le monde. Parce que maintenant... Bon d'accord. Donc en tous les cas, je t'ai appelé pour que tu aies mon adresse quoi. Oui. Donc tu peux m'appeler maintenant, comme ça, je pense. D'accord, je vais recommencer tout. Parce que je vais recommencer tout. Parce que là, quand je t'ai appelé, nos vidéos sont tombées. J'aurais dû faire en même temps. D'accord. Bon, je recommence, c'est la que je te fais à l'instant. Ok, donc c'est toi qui m'appelles, d'accord? À l'instant. Ok, à tout de suite alors. À tout de suite. Alors, par contre, il faut... Ah oui, j'éteins. J'éteins tout, je recommence. Oui, salut Pierre. Salut. Ça marche. Maintenant, j'appelle Pascal. D'accord. J'appelle Pascal, voilà, je l'ajoute. Ajouter. J'appelle Pascal. Mm-hmm. Didier, alors je te mets. Ouais. Ah voilà, super. Alors, Didier, je ne le vois pas. Mais j'ai pas de vidéo. Ah, bon, eh bien... Donc je vous entends. Je te vois aussi, hein, Pierre. Oui. Je vois pas Pascal pour le moment, mais j'ai cru entendre Pascal en tout cas. Ouais, ouais. Ah ouais, je suis là, Didier. Bon, bah donc ça marche, tu vois, on est bon au niveau Oui. du contact. J'ai installé contre, Skype. Moi, je ne me vois plus sur la vidéo. Après. Didier, je ne le vois pas. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Je peux pas t'envoyer mon image. D'accord. C'est le décalage. Il y a un décalage. Ça y est. La vidéo qu'on a en direct et ce qui est diffusé sur Facebook. Il y a un petit laps de temps, c'est si jamais il arrive une catastrophe. Donc, je peux rajouter Pascal. Il faut couper la communication. Bon, en tout cas, on nous entend, Pierre. Hein. On nous entend et... oui, j'entends bien. On t'entend, toi. Et si tu, ouais. Toi, t'entends. Voilà, ça va aller, là, maintenant, c'est bon. T'inquiète. T'es en direct sur Facebook, Pierre. Je ne sais pas. Caplou, 333. OK. Moi, je te vois, Pierre. Je te vois même sur Facebook. Alors, c'est curieux parce que moi, je ne vois pas. Ça y est, je vais arranger tout ça.
Ouais, ça va venir. Alors, parce que Didier, si tu avais une photo, ce serait pas mal aussi. Alors une photo, oui, mais comment je fais pour te l'envoyer déjà? Parce que la photo, il faudrait la mettre sur le Skype. Et Les joies. Je peux, ça, c'est je peux le. l'avatar. Eh bien, ça, c'est l'avatar. Dans les avatars, tu peux mettre la photo sur Skype. Je peux le faire maintenant en étant avec vous? Je pense que ça ne marche pas. Bon, on va laisser comme ça pour cette fois-ci, je te propose. Ouais, d'accord. Sinon, je le ferai la prochaine fois. D'accord. Pas de souci. Là, j'entends une corne de brume. Je sais pas ce que c'est. C'est un voyage, on est dans un voyage. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, complètement. Donc, bonjour mes amis, nous sommes en direct avec Didier, Pascal, moi-même je m'appelle Pierre. Alors, vous avez le bonheur de voir Pascal et Pierre. Didier, malheureusement, il n'a pas de vidéo, mais vous devez l'entendre en principe. Oui. Donc, dites-le nous s'il y a un problème. S'il y a un problème, dites-le nous. Un problème de son et on rectifiera. Donc, bonsoir. On s'est rassemblés pour parler de la situation en général, de la situation en France. Je ne dis pas avec les Gilets jaunes, je dis en France, parce que ça implique les Gilets jaunes également. Et sans plus tarder, je passe de suite la parole à Pascal. Alors, bonsoir à tous, rebonsoir. Ouais, salut Pascal. On est ensemble. Bonsoir à toi Didier. Merci. On a décidé de faire ce direct parce que le dernier événement, l'acte 18, a été un acte marquant, comme ça avait été prévu d'ailleurs. Et les propos qui ont été tenus par les membres du gouvernement et notamment Édouard Philippe me paraissent moi complètement démesurés et voire inacceptables. Donc la situation est en train de prendre un tournant qui, à mon sens, doit déclencher vraiment une alerte dans l'ensemble de la citoyenneté, et on doit essayer de trouver des mesures à prendre pour que cette mise en application n'ait pas lieu, quoi. Parce que la façon dont ils traitent le droit de manifester, et enfin, ce qui est assez incroyable, c'est que la façon dont ils organisent, on va dire, la limitation d'exercice de ce droit est complètement hallucinant. Voilà, que ce soit, enfin, on vient critiquer des pays comme le Venezuela, la Russie, l'Iran et le reste, mais on fait pas mieux en France. Donc voilà, ça a été l'idée de débattre un peu sur cette question et après de parler aussi des solutions que l'on peut envisager de manière active et qui sont accessibles pour reprendre en main ce pouvoir petit à petit et le sortir de ces mains de ces gens qui sont, à mon sens, complètement fous, quoi. Juste une chose, Pascal, sur le plan pratique, quelle est la durée qu'on se donne pour débattre là, sur ce sujet-là ce soir? On avait dit 1 heure, comme ça on peut prendre des questions des personnes. D'accord. Et de parler chacun à peu près 2 minutes pour essayer d'avoir une dynamique dans le débat, de façon qu'on puisse rebondir un peu sur des questions qui sont émises par les uns et les autres. D'accord. Si ça pourra. Donc moi j'ai vu les bandes, hein, enfin les vidéos que tu m'as passées sur alors s'il s'agissait de, j'ai oublié son nom. Frédéric Lordon. Ouais, Frédéric Lordon, mais aussi Juan Branco qui a intervenu. Alors j'ai bien écouté la vidéo de Frédéric Lordon qui est effectivement assez brillante, quoi. C'est très brillant, c'est très intéressant. Ça pourrait presque faire un discours de théâtre magnifique sur ce type de problème. Après, effectivement, il explique, il décrit le positionnement complètement surréaliste du président de la République et de son staff, quoi, du gouvernement qui est autour, qui effectivement est complètement à l'ouest, quoi. Enfin, je veux dire, il est complètement déconnecté des réalités. Mais j'ai pas trouvé que le fond, si tu veux, était vraiment en dehors de cette description brillante et presque artistique. Bon, ça me semblait des évidences, tu vois. Il dit des choses que beaucoup pensent et qui apportaient pas forcément sur le fond du débat.
En revanche, j'ai trouvé que ce que disait Juan Branco était très très intéressant. Son intervention est plus courte, moins brillante, c'est sûr, parce qu'elle est assez improvisée. Et notamment, il y a une question qui est posée lors de cette intervention. Et je trouve que ce qu'il dit sur la représentation du peuple, et ce qu'il dit notamment sur la démocratie, et sur la manière dont le peuple peut s'exprimer dans sa chair, quoi. Enfin, il fait vraiment le lien entre les manifestations, entre la vie d'une partie de la population française qui devient véritablement matériellement, socialement difficile. Hein, je veux dire, on n'a pas grand-chose à envier à des pays qui ont plus de difficultés économiques, ont beaucoup moins de richesses que les nôtres pour ces gens-là. Et le lien qu'il fait avec comment peut-on représenter ces personnes-là qui sont nous. Moi, je vais aller à la retraite là dans 6 mois, voilà, cette année, et ma retraite c'est 830 €, quoi. Donc je me sens parfaitement en phase avec tout ça. Et ce qu'il disait sur la nécessité d'avoir une représentativité nationale réelle et non pas une représentation nationale qui représente en fait 1% de la nation, quoi. Mettons 10% maximum. Et 90% que représente la nation française n'étant pas au Parlement, n'ayant pas de représentation. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et bon voilà, pour moi ça me fait réfléchir parce qu'il faut effectivement transformer le système, quoi. C'est pas seulement le RIC qui peut être intéressant, mais c'est vraiment une refondation de la République française, quoi. Enfin voilà, c'est ce que j'ai ressenti de très intéressant à son discours parce que il y était avec sa chair, quoi. Enfin, c'était vraiment, il y avait une expérience, il y avait quelque chose d'existentiel dans ce qu'il disait. C'était pas seulement quelque chose d'institutionnel ou d'intellectuellement et juridiquement fondé. Il y avait quelque chose de plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça reprend, Anne-Marie là, dit qu'effectivement, comment cela va tourner dans le futur. On voit bien que le futur qu'ils sont en train de nous préparer nous exclut complètement de leur politique. Ces gens ont une vision qui est claire. C'est-à-dire, on ne veut plus de vous. Ça ne nous intéresse plus. On vous veut plus dans la rue. D'abord, ils sont capables de te dire qu'on n'a pas le droit d'aller dans tel et tel endroit. Mais avant de venir nous dire dans quel endroit nous n'avons pas le droit d'aller, déjà, vous allez sortir de l'endroit où vous êtes censé nous représenter parce que nous ne vous voulons plus à cet endroit. Et c'est pas que les Gilets jaunes, c'est l'ensemble de la population française. Si aujourd'hui on avait un référendum pour savoir si le gouvernement d'Édouard Philippe et le président de la République peuvent rester sur le trône dans lequel ils se sont installés, la réponse serait non. Et ils se seraient dehors. Donc comment pouvez-vous interdire des gens d'aller sur une place publique ou de pouvoir manifester dans la rue alors que vous êtes illégitime dans la place qui est la vôtre aujourd'hui? Parce que le peuple français ne vous veut plus. Et comme tu dis très justement, vous représentez que 1% des gens, mais en plus de ça, vous n'avez été élu qu'avec 10%. Le deuxième tour, vous avez bénéficié du vote anti-Front National et des abstentions. Si le vote anti-Front National et les abstentions n'avaient pas été là, mais jamais vous auriez été élu. Donc, avant de donner... En plus, d'avoir quelqu'un... Moi, il y a un truc qui m'a stupéfait dans la façon dont Macron aborde les choses, c'est que ce mec-là est installé chez toi. Il vit dans ta maison, il mange dans ton frigo, il utilise ta bagnole, il utilise ton électricité, les gens qui travaillent pour toi, tout juste s'il vient pas coucher dans ton lit. Et en plus de ça, ce mec-là te dit, bon maintenant t'as assez j'aimerais bien avoir la maison tout seul, j'aimerais bien juste inviter mes potes, finalement il faudrait que tu sortes de la baraque. Mais mec, c'est nous qui t'avons invité, c'est nous qui t'avons amené à la maison, tu n'es pas propriétaire de la maison France. La France ne t'appartient pas, elle appartient au peuple qui la constitue. Et comment peut-on encore aujourd'hui laisser un homme penser qu'il a le droit de nous dire ce que nous avons à faire ou pas à faire sans l'approbation du peuple? Mais c'est une dictature organisée. C'est-à-dire que ce type-là n'a même pas les couilles de dire que c'est un dictateur. Il est en train de nous expliquer qu'il est là pour la bienveillance de tous, et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit dégage de chez toi. Donc il est grand temps effectivement que le peuple français, ils le font, les Gilets jaunes, heureusement, alléluia, merci les Gilets jaunes, quoi. Merci ce mouvement lumineux qui a eu cet éveil des consciences, non pas dans l'intellectuel, quand on voit qu'il termine son grand débat avec un parterre d'intellectuels et quand on voit comment, effectivement, Frédéric Lordon met le gifle
il lui a mis une gifle gigantesque. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait en direct à l'Élysée. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit là-bas à l'Élysée et qu'il dise ce qu'il y avait sur sa lettre face à face. Parce que ça aurait eu encore un plus grand impact que celui que ça a eu aujourd'hui. Ça aurait pu devenir historique si effectivement il avait pu le faire. Mais la question, c'est que là, aujourd'hui, on voit bien que ces gens-là sont prêts à mutiler encore plus qu'ils ne l'ont fait. Quand ils expliquent qu'ils vont utiliser des gaz neurologiques, mettre des traceurs, les mecs, ils vont tracer. Mais toi, tu es à côté du type qui est tracé avec l'encre 1 de début. Et tu es là. Et donc, tu vas être mis en accusation parce que tu auras une tache bleue sur ta gueule ou sur tes vêtements parce que l'espèce d'imbécile qui aura tiré aura masqué 10 ou 15 personnes à proximité de celui qui était en train de casser et tu seras condamné pour les mêmes faits que celui qui aura été commis. Mais on marche sur la tête. Pierre, qui vient de Russie, je pense que tu peux nous témoigner oui. que effectivement, on en est là de qui s'est passé sous Staline. Alors, on peut regarder comment travaillent les autres, excusez-moi le terme, travaillent les autres polices, je dirais européennes. Alors moi, je peux comparer avec la Russie, parce que j'ai vécu 25 ans en Russie, comme vous le savez. La Russie, c'est un pays qui est sorti du servage pratiquement 100 ans après nous. La France, c'est le pays des libertés, des droits de l'homme. C'est nous qui avons libéré d'autres pays de la royauté et de l'absolutisme et je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on peut comparer la France avec les autres pays qu'on considère comme des pays dictatoriaux. Alors, on nous a comparé avec Haïti, avec le Zimbabwe. Avec le Zimbabwe, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite en Russie. On va voir comment travaille comment arrête les gens la police russe et on va comparer avec ce que vous connaissez. Voilà. La vidéo que je montre a été faite le 12 juin 2017. Je précise, c'était la manifestation que vous verrez. C'est une manifestation interdite. Interdite au centre de Moscou. Voilà, et regardez comment la police russe arrête les gens. C'est clair. Alors moi je le vois pas ça. Comment il faut... Ça y est, ça va arriver là. Ça va arriver. Sur le direct, par contre, je ne sais pas si... Pourquoi ça passe pas? Allez, ça n'a pas passé, je vais recommencer. Ça va passer. Comment on peut voir le direct, Pascal? Ça va arriver, là, ça va arriver. Sur Facebook. Sur Facebook. Donc, il s'agit d'une manifestation où il y a eu plus de 1000 arrestations. Et les gens sont arrêtés un par un. Et voilà, les gens sont arrêtés et ils sont amenés un par un au panier à salade. Ouais. Ils ne sont pas matraqués, ils ne sont pas gazés, ils ne sont pas flashballés, ils ne reçoivent pas des grenades explosives entre les jambes, ils sont arrêtés un par un. Ouais. Et il s'agit d'une manifestation interdite. Ouais. Et voilà, le pouvoir, enfin, à un moment donné, il faut bien se dire que le pouvoir a tout intérêt à ce qu'il y ait le genre d'exactions qui se sont passées aux Champs-Élysées pour parce qu'il y a la manifestation. Je vais repasser là, qui n'était pas direct. Hein. Moi, je ne vois pas. Hein. Alors, très bien, laisse la manifestation. Mais du coup, ils t'entendent? Maintenant, on est à l'antenne, tu peux parler. La vidéo est finie. Du coup, ils nous entendent. Maintenant, c'est une très bonne chose. Non, c'est plus intéressant. Je vais préciser, parce qu'ils ne m'ont pas entendu non plus. Il s'agit, ce que vous avez vu, il s'agit d'une manifestation interdite qui est au centre de Moscou. En tout, 500 personnes ont été arrêtées à Moscou, 1000 en Russie. Les gens sont arrêtés un par la police, elle fait son travail. Elle ne les matraque pas, elle ne les gaze pas, elle n'a pas de flashball entre les mains, elle n'a pas de grenade explosive. Ils pénètrent, il y a une technique que vous avez vue, ils pénètrent en colonne par deux dans la foule et ils extraient les gens un après les autres. Et disons, on n'arrive pas à la confrontation de deux camps
les bleus contre les jaunes ou les noirs contre les jaunes et à des batailles rangées, et ça ne provoque pas une guerre civile dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui. Et ouais, mais parce que enfin, juste pour répondre à Lionel, vu que c'est un direct et qu'il y a des commentaires, Lionel, bien sûr que les Français sont unis, mais les Gilets jaunes ont réveillé les Français. Il y a des citoyens actifs et des citoyens endormis. Les Gilets jaunes font partie des citoyens actifs. Les autres sont dans l'attente. Donc, on fait pas de distinguo dans la notion du peuple, mais bien évidemment, il y a des gens qui se réveillent et qui sont présents, et il y en a d'autres qui attendent. Et il serait temps que ceux qui attendent, peut-être, prennent le relais de ceux qui se réveillent, en tout cas. Mais la façon dont, enfin, si l'ONU, le Conseil de l'Europe, Amnesty International, je ne sais combien de nations ont mis le haut là sur la France en disant stop, arrêtez vos violences. Enfin, on sait bien que c'est pas un jeu, et que ce mec-là, enfin que ce gouvernement-là continue dans cette voie et accentue et endurcisse le message en disant nous allons vous sanctionner encore plus, vous arrêtez, vous emprisonnez. C'est, enfin, l'alerte, à mon sens, mérite effectivement qu'on s'y attarde. Et comme disait très justement Juan Branco, la seule chose que nous avons à opposer à ce pouvoir dictatorial, c'est notre corps, la dimension d'être humain que nous sommes. Absolument. Et les êtres humains que nous sommes, aujourd'hui, l'être humain a besoin de transgresser au-delà justement du caractère des gilets jaunes et de devenir vraiment un citoyen actif. J'espère que les gilets jaunes viendront, entre guillemets, à être un jour effacés dans le sens de ce qui est visuel, parce que ça voudra dire qu'on a réussi. Ça voudra dire que enfin le peuple de France sera solidaire et que nous aurons enfin des assemblées citoyennes, que nous aurons mis une constituante en place, que nous allons réécrire notre constitution parce que ce n'est pas à eux de le faire. Nous n'avons pas à demander l'autorisation à nos maîtres de modifier la constitution qui est un droit du peuple. Voilà. Donc ces gens-là, dans la mesure où ils prennent, nous on a fait enfin chacun d'entre nous, dans tous les groupes, dans toutes les communes et dans tous les supports possibles, nous avons fait notre audit. Nous avons pris consultation auprès des citoyens. Alors, à notre mesure, c'est sûr que c'était pas 1 million de personnes ou 2 millions, mais c'était 10 000, 15 000, 5 000 personnes, 8 000 d'un côté. Mais tout ça, bout à bout, fait quoi? Que les gens disent tous la même chose. Qu'ils n'en peuvent plus de ce système, qu'ils ne veulent plus avoir ces voyous au pouvoir et qu'ils veulent faire en sorte de prendre une décision concrète et réelle sur la vie citoyenne. Et où prend-on cette décision concrète et réelle? C'est dans des parlements. Mais avant d'atteindre le Parlement, comme disait très justement Stella, avant de vouloir atteindre le haut du barreau de l'échelle, on va commencer par le bas. Et le bas, c'est là où on vit. C'est là où on a nos mairies, c'est là où on a nos députés. Eh bien, c'est ça que nous devons prendre en main. Et ces gens-là doivent comprendre que nous ne lâcherons pas tant qu'effectivement nous n'aurons pas la décision sur la question de la politique. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire tous les jours. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on se pose des questions et que tout le monde est concerné, eh bien, on a un droit de décision et ce droit-là est inaliénable. Nous ne vous donnons pas l'autorisation de surseoir à ce droit. Vous n'en avez aucune autorité. Pascal, comment on fait pour trouver le site où on se trouve sur Facebook? Tu as l'adresse? C'est la page de Pierre Hafner. Ah d'accord, c'est... Ok, donc il faut faire Pierre Hafner, c'est ça? Oui. Ouais. Alors j'ai un téléphone qui, malgré qu'il est connecté, se décharge au fur et à mesure du dialogue. C'est la différence entre une charte et une constitution. La charte, c'est le souverain qui donne éclairé, parce qu'il est de droit divin, parce qu'il est plus intelligent que les autres, qui donne une charte à son peuple. Ça, c'est dans un royaume. Mais nous sommes dans une république. Et une république, c'est le peuple qui se donne une constitution et qui désigne ensuite, pas son souverain, mais son représentant. Donc, nous sommes en république. Les modifications de la Constitution, c'est le peuple qui les décide. Je voudrais dire, par rapport... maintenant, le sujet sur lequel ils sont à l'aise, c'est la violence. On ne parle plus de rien, on ne parle que de la violence.
Et il ne parle que de ça depuis le début. Alors, si vous voulez, je peux vous mettre une vidéo qui dure quelques secondes, qui montre qu'en fait, le discours qu'on a entendu hier de Édouard Philippe, c'est le même qui mène depuis le début, et en fait, il ne savait pas faire autre chose. Il ne savait pas faire autre chose. On va mettre cette vidéo, elle ne dure pas longtemps. Suffit, les Français n'en peuvent plus. Nous ne pouvons pas laisser des gens dont la seule revendication est la violence dicter leurs lois. Je vous le dis fermement, ceux-là n'auront jamais le dernier mot dans notre pays. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Face à la violence systématique, organisée, nos forces répondront par la fermeté. Aux factieux, aux casseurs, je veux dire, nous leur ferons face et nous serons intraitables. Je n'aurai aucune faiblesse à l'égard de ceux qui manipulent, instrumentalisent ou en quelque sorte cherchent la violence. Il ne savait pas faire autre chose, il ne savait pas dire autre chose. Et tout ça, c'est pour ne pas aborder les problèmes fondamentaux dont souffre le pays. Et comme tu disais très justement, Pierre, eux parlent de violence alors qu'il s'agit de dégradation. La violence n'est que chez eux. À aucun moment, nous n'avons blessé, ou ce mouvement-là n'a blessé volontairement des personnes. Alors que l'inverse a été bien réel. C'est-à-dire que eux considèrent la violence quand on touche au matériel. Mais mec, ça s'appelle une dégradation. Ça ne s'appelle pas de la violence. Ça s'appelle une contestation sur la matière avec laquelle tu as fait un sacro-saint messie, voilà, qui parce que tu es obnubilé par la notion de l'argent, de la puissance, du pouvoir, de la propriété, tu estimes que lorsqu'on touche à un bâtiment ou à un bien matériel, on est violent. Ça, c'est pas de la violence. La violence, c'est quand on tire sur les gens, c'est quand on les gaze, c'est quand on leur envoie des grenades, c'est quand on les emprisonne, c'est quand on leur met le couteau sous la gorge et qu'on a 3 policiers toutes les semaines qui se suicident. Donc c'est ça la violence. C'est pas ce que font les gens dans la rue ou les quelques vitrines qui sont cassées ou les quelques magasins qui sont brûlés, qui sont pour la plupart des symboles. Même si on peut le regretter, il n'empêche que ça n'a rien à voir avec de la violence. C'est de la dégradation. Ce sont vos lois humaines. Ce sont les lois qui ont défini la matière au devant de l'homme. L'homme n'est pas une matière, l'homme n'est pas une marchandise. L'homme est un être qui a le droit d'exister en dignité. Vous avez le devoir de faire respecter ce droit. Et aujourd'hui, ces gens-là n'ont considéré et ne considèrent l'être humain que comme une valeur ajoutée ou une source de production. À un moment donné, les mecs, faut vous réveiller. Hein. Ils sont dingues, quoi. C'est des grands malades. Alors, je pense deviner quelle est la déontologie d'une vraie police. C'est en premier lieu, c'est conserver l'entité de la personne humaine. Son entité physique, sa santé, la vie. C'est le premier rôle de la police. Et aujourd'hui, nous avons l'aberration, la police mutile les gens, la police éborgne les gens, et elle ne fait pas son travail primordial, c'est arrêter les casseurs. Parce que quand on tire à 20 ou 30 mètres de distance une balle de flashball dans le visage de quelqu'un, après il est porté à l'hôpital. Normalement, cette personne, si c'est un casseur, elle devrait rester en bonne santé et elle ne devrait pas prendre l'atterrissage de l'hôpital, mais du commissariat de police. Et quel est le reproche qu'a fait Castaner aux policiers pour samedi? Eh bien, ils n'ont pas tiré assez de balles de flashball. Alors, en général, c'était entre 2000 et 3000. Ils canardaient. Moi, j'ai vu ils canardaient de tous les côtés. Ce coup-ci, paraît-il, ils en ont tiré que 203. Et c'est le reproche que fait Castaner. Vous avez eu une retenue. Vous n'avez pas assez tiré. Et il a donné l'ordre aux prochaines
lors des prochaines manifestations, de tirer encore plus. Et la première chose qu'il a fait, c'est licencier les policiers, les dirigeants policiers, parce qu'ils avaient fait preuve de retenue, parce qu'ils n'avaient pas assez fait de blessés. Alors, il y a une hypocrisie incroyable. Il dit qu'ils se sont mal comportés. Mais c'est lui qui a dirigé les opérations. Et parce qu'il y a au Place Beauvau, il y a un poste de contrôle, de commandement, et Castaner est là-bas. Je vais vous montrer la photo. Castaner est là-bas, et ils ont suivi toutes les opérations. Et en fait, il a reporté. Alors, je vais repasser. Mais les mecs, ils se croient dans Call of Duty. Hein. Ils ont dû avoir une frustration de jeux vidéo quand ils étaient gamins. Oui. Parce que leurs parents devaient leur interdire et leur dire non, tu bosses tes devoirs et tu joues pas aux jeux vidéo. Donc l'autre, il se croit dans un jeu vidéo, quoi. Il se croit dans Call of Duty. À tirer sur les mecs, c'est des dingues. Ces gens-là, mais moi, je ne leur donne aucun droit. Ils sont dangereux. Chaque être humain et chaque citoyen en France et dans le monde est souverain. Vous n'avez aucune autorité sur nous. Ce sont vos lois immorales. Nous sommes souverains dans notre façon d'être, dans notre façon d'exister. Et vous n'avez aucun droit ni sur notre corps, ni sur notre sécurité. Vous êtes dans un film, il va falloir en sortir. Et on va vous en faire sortir. De toute façon, le peuple va vous botter le cul et vous mettre dehors. Moi, je me fous de savoir que vous allez faire vos interventions sur TF1, BFM et le reste et clamer haut et fort votre autorité. Votre autorité ne vaut rien, ni face à moi, ni face aux citoyens libres que j'ai en face de moi. Les gens que je croise dans la rue, dans les ronds-points, sur les péages, dans les assemblées sont des citoyens libres et souverains. Et vous n'aurez pas cette souveraineté. Entendez-le bien. Vous pouvez mettre toute la coercition que vous voulez, toutes les armées que vous voulez. De toute façon, vous avez sorti les armées dans la rue. Très bien, les mecs. Les armées sont pour nous. Le réseau Sentinelle et l'armée de terre et pour les gilets jaunes et pour le mouvement citoyen. Donc faites en sorte qu'ils soient dans la rue, de toute façon ils protégeront les citoyens. À l'instar, à contrario de ce qui se passe effectivement chez certains policiers, parce que je pense qu'il ne faut pas parler de la police, il faut parler de certains policiers. Parce que la police fait, moi je suis admiratif de leur travail, et tu l'as vu aussi à Paris, tu as vu, ce sont des gamins qu'on a en face de nous. Ce sont des mômes de 20, 25 ans qui sont en face de nous, des réservistes. Ils n'ont même pas le courage d'aller mettre effectivement des mecs dégradés face aux citoyens. Ils mettent des gamins qui n'ont pas autre chose à faire que d'obéir à leur ordre, parce que de toute façon, ils n'ont aucune autre information que celle qu'ils perçoivent de leur hiérarchie. Donc ces gens-là sont profondément responsables. Par contre, les gens qu'on a en face de nous, les CRS, les filles qui sont en face de nous, la plupart, l'immense majorité, sont des gens admirables. Admirable. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y en a 3 qui se suicident toutes les semaines. C'est pas pour rien que les mecs sont en train non pas de sortir par la porte en se disant je peux sortir autrement. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ça, messieurs les policiers, mesdames les policiers. Ne prenez pas votre arme pour sortir de cette vie-là. Prenez votre gilet. Prenez votre gilet de citoyen, prenez votre veste de citoyen. Sortez de la police par la grande porte, sortez-y dans la rue, rejoignez-nous, venez avec nous. Soyez le bastion qui va lutter contre cette ignominie qui vous amène à devoir vous mettre une putain de balle dans la tête. Mais c'est abominable. Abominable qu'on accepte encore et que les policiers acceptent encore aujourd'hui de continuer à faire leur métier alors que 3 de leurs collègues meurent chaque semaine. 36 personnes sont mortes depuis le mois de janvier. 36 personnes. C'est une hécatombe. Et on continue de légitimer ça, messieurs les policiers. Sortez des rangs. Rejoignez-nous dans la rue. Redevenez un être souverain. Vous êtes un être souverain. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire, surtout quand c'est immoral. Faites en sorte de nous rejoindre. Voilà, je vais arrêter de prendre la parole parce qu'à chaque fois je parle trop. Non, c'est très bien ce que tu dis. Non, c'est très bien. Oui, juste, effectivement, je trouve ça assez intéressant. Il y a eu pas mal de questions, ou de commentaires sur ce qu'étaient les risques de guerre civile, mais notamment sur le fait que ce qui est prévu, c'est l'intervention de l'armée quand même. C'est-à-dire que l'opération Sentinelle va se mêler maintenant à l'ordre public. Alors, je ne sais pas quelles sont les missions qui vont lui être dévolues, mais pour le samedi prochain, il est vraiment prévu, en tous les cas à Paris, que les militaires se mettent de la partie normalement pour protéger certains lieux, rien d'autre pour le moment.
Mais ça me semble un pas supplémentaire qui me semble devoir être examiné avec beaucoup d'attention, parce que la manière dont les militaires réagiront peut être un signe fort, quoi. Oui. Le simple fait déjà qu'on leur demande d'intervenir, même s'il reste l'arme au pied et simplement en gardant certains sites, est quand même fortement symbolique. Oui. Alors moi, ça me semblait intéressant d'avoir un regard sur les personnes qui ont très peur, enfin une écoute des commentaires que j'ai vus, de personnes qui ont très peur que ça dérape, parce que effectivement, si on en arrive à une épreuve de force où les balles sont tirées, là, ça va changer vraiment de dimension, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait un peu débattre là-dessus et notamment avoir quelques idées sur ce qui peut en advenir et les conséquences qui peuvent en être tirées, quoi. Là-dessus, on a eu en fait, ça fait longtemps qu'on a l'information par rapport à l'armée, parce que le 14 juillet 2018 a été marqué par trois, on va dire, accroches qui ont perturbé le défilé. La première, le premier fait qui a été avéré, c'est la patrouille de France quand elle est passée au-dessus des Champs-Élysées. Le troisième cordon donc de ligne blanche des avions qui sont sur le tribord du chef de file ont déclenché une balise rouge à la place de la blanche. Et en fait, on a très vite compris que c'était un code numérique, et ce code numérique donnait la date de 1789. Vous pourrez voir, vous allez taper sur Internet, vous regardez code numérique de la patrouille de France aux Champs-Élysées pour le 14 juillet, et vous verrez que le code numérique est 1789. Ça a été la première alerte. L'armée de l'air qui a posé le signal à la présidence en lui disant « Nous ne vous soutenons pas ». Le deuxième, ça a été la gendarmerie. Il faut savoir que les pilotes de gendarmerie qui sont sélectionnés pour le défilé du 14 juillet sont des pilotes émérites, pour la plupart champions du monde d'ailleurs de leur discipline, et ils se sont rentrés dedans, en collision. La collision était très claire. C'est vous êtes face à un corps d'armée qui ne rentrera pas dans votre schéma, et nous le ferons s'effondrer. Et le troisième, qui a été le coup de grâce, ça a été la Légion étrangère. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'est la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est une arme qui a été mise en place sous Napoléon, il me semble, et qui en fait, par les différentes batailles, dont une des batailles avec Laurence d'Arabie, avait été trahie par l'état-major français. Et la Légion avait dit, nous resterons dans le corps d'armée si notre corps d'armée dispose d'une capacité autonome de décision. Donc la Légion étrangère est l'avant-garde de l'armée française dans le monde, et une forme d'information, une forme de DGSE. Et la Légion étrangère s'est pointée devant la tribune présidentielle et a levé le bouclier, la hache en l'air. Ce qui veut dire, nous faisons scission avec l'État français, parce que c'est ce qui s'était passé lors de la trahison qui s'était produite il y a à peu près 150 ans ou 200 ans. Je ne saurais pas vous dire la date exacte. Donc, ces trois corps d'armée sont définis. Il en restait un qui concerne la France, parce que il y en a un à part. La marine s'occupe de la surface extérieure. Elle défend les eaux territoriales françaises et elle défend la présence de la France à l'international. Mais le seul corps d'armée qui manquait, c'était l'armée de terre. Et en fait, on a le général Tauzin, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, qui a pris position au moment où les Gilets jaunes se sont déclarés dans ce mouvement, et il a dit « l'armée de terre ne suivra pas le gouvernement ». Donc, ces quatre corps d'armée ont juré allégeance au peuple de France, et ils l'ont très bien démontré. C'est un code militaire, tous les militaires qui écoutent le comprennent très bien. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de l'armée. J'ai plus d'inquiétude au fait que ma batterie diminue et qu'il reste que 2%. Et que peut-être nous serons coupés, mais j'essaierai de trouver une solution pour éventuellement vous recontacter. Mais je reviendrai dans le débat. De toute façon, on va pas le faire durer trop longtemps, mais je veux rassurer les gens. L'armée nous soutiendra, et je suis très heureux de savoir qu'il y a les sentinelles qui sont là, parce que justement, eux seront là pour bien voir ce qui se passe et mettre le haut là, et surtout parce qu'il y a quand même aussi une menace terroriste
chose qui n'est pas anodine, que malheureusement, effectivement, des groupements pourraient avoir l'idée de profiter des manifestations pour commettre des crimes. Donc c'est une très bonne chose que l'armée soit là. Mais en tout cas, de toute façon, nous avons non seulement besoin de l'armée dans la rue, des gilets jaunes, mais nous avons besoin de tout le monde. Mettez les trucs dans la rue, hein. Il n'y a pas de problème. On veut l'armée, les citoyens et tout le monde. Il y a Francesca Margallo qui écrit 2-3 choses sur l'armée. Bon, elle dit que les sentinelles n'ont pas le droit de tirer, enfin les gens de l'opération Sentinelle n'ont pas le droit de tirer. Oui, c'est le cas, y compris ils ont des ordres très stricts d'engagement. Bon, je suppose que je vois pas très bien les membres de l'opération Sentinelle se retourner contre le peuple en faisant feu. Ça me semblerait absolument surréaliste, improbable. Elle dit aussi que c'est intéressant de se tenir près des gens des opérations, enfin des militaires des opérations Sentinelle, puisque effectivement il y a peu de chances que les gendarmes à ce moment-là ou que les policiers se gazent leurs collègues, les gens du corps de l'opération Sentinelle. Ah ouais, ça si vous permettez, je vais vous rappeler que la première chose qu'a fait Macron quand il est arrivé au pouvoir, alors Macron qui n'a jamais servi un jour dans l'armée. Moi, j'ai servi dans l'armée, j'ai fait le service militaire. Macron, il n'a jamais servi dans l'armée. Et la première chose qu'il a fait, il a viré le général de Villers, le chef d'état-major de l'armée française. Et il a viré comme d'une manière en abaissant son honneur et en voulant, lui, Macron, Jupiter, dire c'est moi le chef, c'est moi qui commande et le commandant, je le vire. Et je peux vous dire qu'il a vexé l'officier et il a vexé toute l'armée. Parce que le général, je ne sais pas fort, le général de Villers, c'est un homme qui comprend un peu plus la chose militaire que Macron, et s'il est arrivé à ce poste, c'est qu'il a prouvé ses capacités par le passé. Je suis quand on pense que est chef des armées, c'est le premier. Absolument, oui. C'est un truc de dingue. Si un jour on continue de voter, j'espère qu'on arrêtera de voter, enfin qu'on arrêtera d'élire et qu'on commencera à voter. Mais si un jour on doit continuer d'élire, putain, par pitié, s'il vous plaît, quand vous mettez votre bulletin dans l'urne, réfléchissez à ce que vous faites, quoi. Réfléchissez à qui vous donnez un pouvoir. Moi, je trouve ça abominable d'élire. Je pense que personne n'a le droit, à part moi, de décider ce que j'ai à faire. Mais je pense que voter, c'est une véritable avancée. Or, aujourd'hui, on ne vote pas en France, on élit. Donc, on n'a jamais pris de décision, on a mis des maîtres pour les prendre à notre place. Mais si un jour, on doit encore le faire, s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît, faites en sorte de comprendre ce que vous mettez dans l'urne a une incidence et une conséquence qui peuvent être dramatiques. C'est-à-dire que ce mec-là, aujourd'hui, est à la tête des armées. Alors heureusement qu'on a des militaires, comme tu dis Pierre, qui sont de bon sens, qu'on a des gens qui ont quand même certains pouvoirs et qui ne suivent pas bêtement effectivement ce qui est demandé. Mais il y a toujours un risque, quoi. Et on voit bien ce qui se passe dans la rue. Il y a un risque. Ce que je voudrais dire, Pascal, il y a des personnes qui pensent que l'armée, ou tout au moins les généraux en chef suivront le président. En fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, j'ai assez confiance dans l'armée française parce que elle s'est toujours montrée assez prudente et rétive aux aventures, quoi. Donc ça, moi, j'ai plutôt confiance. Mais juste ce que je voudrais dire pour intervenir sur ce qui se passe, puisque c'est vrai qu'il y a un risque de dérapage important, de guerre civile, j'en sais rien, mais en tous les cas de violence accrue. Le prochain épisode sera certainement déterminant, hein. Déjà, le dernier épisode de samedi a été important puisqu'il est très évident que la police a laissé se faire la casse de façon maximale pour discréditer totalement. Ouais, mais Pierre en a été témoin. Voilà, pour discréditer les gilets jaunes. Bon, ça a l'air de marcher moyen quand même, parce que sans le matraquage des médias, c'est quelque chose qui passerait pas vraiment. Et sur les réseaux sociaux, cette information est complètement discréditée. Donc ça veut dire que un certain nombre de la population française ne croit pas du tout que les gilets jaunes soient des gens violents. C'est de moins en moins quelque chose qui circule aujourd'hui dans la population française.
Juste ce que je voulais finir, c'est de dire que je crois qu'on part pour une longue aventure. Il y a eu un moment où on a pu penser, pardon, que ce soulèvement, parce que je crois qu'il s'arrête ça, cette insurrection des Gilets jaunes, durerait quelques mois. Il me semble évident que c'est pas du tout le cas. Ça va durer bien plus longtemps que ça, et je pense que d'autres événements vont se produire qui font que d'autres parties de la population française vont petit à petit prendre conscience, s'intéresser, s'impliquer dans ce mouvement. Moi, je réfléchis à quelque chose d'important, puisque ce que tu viens de dire, Pascal, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a élu des gens, mais on n'a pas vraiment voté. On s'est en fait depuis peut-être 4-5 décennies désintéressé de la possibilité d'utiliser notre droit de vote pour gérer la France. Et comme on a laissé s'installer une situation financière, économique et politique qui est quand même aujourd'hui très enquistée, il faut réapprendre à s'autogérer. Il faut réapprendre à créer dans la population une capacité d'investissement et de responsabilité qui, pour le moment, n'existe pas vraiment. C'est quelque chose à réapprendre. Et je crois qu'il faut se préparer à une période qui durera des années, à mon avis, et qui me semble un petit peu similaire à ce que Gandhi a fait en Inde avec la désobéissance civile. C'est quelque chose qui a réussi, parce que Gandhi a mis plus de 20 ans à chasser un envahisseur infiniment plus puissant que ce que l'Inde disposait comme moyen de défense. Et il a vraiment réussi sans que de son côté on ait tiré un seul coup de feu. C'est les militaires anglais qui ont fait des massacres, notamment le massacre d'Amritsar. Je crois qu'il faut se préparer à ça. Je pense qu'il faudrait que tout doucement, les Français arrivent à rentrer dans l'idée que l'avenir du pays leur appartient, et cet avenir est vraiment un avenir qu'il faut penser en termes de construction, en termes de réflexion, de solidarité, de fraternité profonde, et surtout de responsabilité constructive, gestionnaire, dès maintenant. Le RIC, c'est une chose, et c'est une chose intéressante, mais il faudra aller bien plus loin que ça pour reprendre la main sur les décisions, et notamment les décisions locales. C'est quelque chose qui doit commencer à se mettre en place. Selon moi. Faire le parallèle avec Gandhi, le RIC, c'est le sel de Gandhi. Hein. Absolument. Oui, c'est la marche du sel. Mais derrière ça, il y en aura bien d'autres, quoi. Oui, mais tu as raison, c'est intéressant. Pierre, ce serait intéressant d'entendre ton témoignage, justement, ce dont on a parlé, où tu m'as expliqué que tu avais été témoin du fait que les policiers laissaient les gants. Tu vas raconter l'histoire, toi tu l'as vécu en direct. Donc j'ai la vidéo, mais il faudrait que je la prépare. Donc j'étais sur les Champs-Élysées, et j'ai assisté devant moi, il y a des hommes qui n'avaient pas des gilets jaunes, qui ont mis le feu au pavillon, au kiosque. Alors ils ont eu beaucoup de peine, parce que le kiosque est métallique, il y a du verre, à l'intérieur il y a du papier, et ils se sont affairés au moins pendant une demi-heure pour essayer de faire prendre le papier qui pouvait être accessible après avoir cassé les vitrines. Et ça brûlait mal. Et le kiosque a mis beaucoup de temps à s'enflammer. Et ensuite, quand la flamme est arrivée à l'intérieur, bien sûr, les journaux, là, ça a cramé pour de bon. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un cordon de gendarmes, ce n'était pas les policiers, des gendarmes, équipés de flashballs, qui étaient derrière le kiosque, la largeur du trottoir sur les Champs-Élysées, et devant les bâtiments en face. Je ne me rappelle plus quel magasin il y avait, etc. Il n'avait qu'à avancer de quelques mètres pour protéger le kiosque de la largeur du trottoir. Ils sont restés derrière, et comme moi j'étais de l'autre côté, ils ont assisté à l'incendie du kiosque. Ça a duré au moins une demi-heure, en toute passivité. Ils étaient armés de flashballs, ils pouvaient tirer des flashballs sur les incendiaires, ils ont tiré sur d'autres, ils pouvaient tirer sur cela aussi. Il y aurait pu avoir des policiers en civil, il y en avait sûrement en pagaille dans la foule qui se seraient précipités et auraient, comme le policier russe, pris et exfiltré
exfiltrer ces incendiaires des Champs-Élysées, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et ensuite, ça s'est mis à flamber. Et là, bon, est arrivé la télé, les caméras, tout ça. Bien sûr, l'incendie servait à la propagande du pouvoir. Ouais, mais de toute façon, c'est hallucinant. Et ce qui est bien, on va peut-être pas dû faire durer trop longtemps le live, donc on va terminer. Bien en a parlé et justement transiter sur ces notions d'assemblée citoyenne. Juste pour faire un petit aparté, effectivement Didier, moi je te rejoins, je pense que ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Ouais. Voilà, ça va durer longtemps parce que le temps que le peuple reprenne en main ce pouvoir, c'est-à-dire cette notion de citoyenneté et soit en mesure de comprendre ce que ça veut dire. Et comme il n'est pas question d'aller reprendre des représentants ou des chefs, eh bien, il est temps qu'on ait en fait cette vraie horizontalité. Et ça prendra du temps, comme le disait de Saint-Fargeau, quand son programme s'est opposé à celui de Condorcet que la France a retenu. C'est tout le peuple ensemble qui doit grandir dans la connaissance et dans l'évolution du monde. Donc ça prendra du temps et ça tombe bien parce que de toute façon, nous n'avons que ça. C'est là, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de matière, nous n'avons pas de moyens, mais par contre, on a du temps. Tant qu'on nous l'enlève pas et qu'on nous vole pas notre vie, pour l'instant, nous avons ce temps et nous sommes encore souverains de ce temps. Donc, on va rester de toute façon attentif à ça. La seule chose que je veux dire, et là, pour moi, où on ne peut plus revenir au système actuel ou rester dans le système actuel, c'est que la seule fois où le peuple français a voté ces 40 dernières années, ça a été en 2005 Absolument, pour le traité européen et que ce référendum nous a donné raison et que cette raison n'a pas été entendue et elle a été bafouée. Donc, on voit bien que la seule fois où le peuple a voté, c'est pour quelque chose qui nous a été volé et soustrait. Donc, on ne peut pas espérer de ce système qu'il s'accorde à accorder, que ce soit le RIC, que ce soit l'Assemblée citoyenne, que ce soit la décision populaire. On voit bien qu'ils ne le feront pas. Donc, ça correspond à ce que dit Anne-Marie Berthet là sur les commentaires, où elle dit qu'en fait Macron applique les directives de l'Europe, ce qui est évident. Hein. Enfin, c'est même pas seulement les directives de l'Europe, c'est les directives d'une oligarchie, voilà, qui a comme seule volonté de posséder, hein, et juste d'être des propriétaires. Et c'est vrai que le mouvement qui se met en place, je pense, aura une dimension mondiale, aura une dimension en tous les cas nécessairement européenne, mais au-delà, en tous les cas, autour de la Méditerranée. Moi, c'est mondial. Excusez-moi, il nous reste 4 minutes. Alors, pour faire la conclusion. Alors, je vais commencer comme ça, vous terminerez. Il y a plusieurs choses. Pour moi, je pense qu'il faut, et on travaille en cela, en tout cas sur le secteur de Bayonne, et je sais qu'il y a d'autres lieux sur lesquels ils travaillent. On travaille sur ce principe d'assemblée citoyenne et d'assemblée constituante. On pense qu'elles doivent aussi commencer à naître au niveau des localités, c'est-à-dire des mairies. Ce pouvoir est à prendre là où les gens vivent. Donc, et ça nous permet, quand on prend une décision, d'être confronté à cette décision plutôt que de l'avoir à des centaines de kilomètres de chez nous. Donc, au moins, on voit les erreurs qu'on peut faire et les contestations qui peuvent être émises. Donc, je pense qu'on doit reprendre cette citoyenneté dans le cadre municipal et ensuite que ce cadre municipal s'étende peu à peu à des cadres plus confédérés et plus larges. Pour ça, il y a plusieurs actions qui vont être menées. Et on reviendra, si Pierre, tu es d'accord, mais je pense que oui, sur 2 événements qui vont avoir lieu et qui vont démarrer dans nos régions aquitaines, et peut-être qu'ils vont donner l'idée aussi chez toi, Didier, de démarrer ça dans les Pyrénées-Orientales, qui sont des marches de gilets jaunes et de citoyens qui vont quitter leur territoire pour rejoindre pour l'un Paris et l'autre Bruxelles, justement la Belgique. Et chacun va porter justement le message des Gilets jaunes et le message de ces principes d'assemblée citoyenne et directe pour que cette parole soit entendue le plus largement possible. Et on prépare un 3e projet, mais dont je vous parlerai un peu plus tard, qui visera le 14 juillet et qui pourra permettre aussi d'amener cette conscience citoyenne dans l'ensemble des villes qui seront traversées. Voilà. Donc en tout cas, merci pour votre écoute. Moi, je sais qu'on va gagner. Je sais, on a déjà gagné parce qu'on est là dans le cœur. On est déjà dans ce mouvement parce que on a au fond de nous-mêmes, dans cette résonance, dans cette résilience que Macron nous a permis. Et finalement, je te remercie Macron parce que sans toi, on n'en serait pas là. Et je suis en train de discuter avec mes amis et d'avoir rencontré ma chérie en plus. Donc, merci Macron. Mais on va te mettre dehors. Voilà. Je suis désolé, mais c'est comme ça. On va te mettre dehors et tu l'auras bien mérité. Et comme disait
Frédéric Lordon, il est grand temps que tu rentres à la maison. Juste un mot pour moi, donc écoute, merci de m'avoir invité, hein, Pascal. Alors moi je suis pas représenté sur la vidéo parce que j'ai pas de caméra. Je m'appelle Didier Doré, mais donc je suis content de travailler avec vous et surtout ce qui me semble vraiment intéressant, c'est de voir que petit à petit on s'oriente vers une re-responsabilisation des citoyens. Et je crois que c'est ce qui manque le plus. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les individus doivent être commandés, représentés, doivent obéir ou au moins recevoir des consignes. Et je crois que ce qui est vraiment très important, c'est que chacun d'entre nous puisse concevoir qu'il est absolument, individuellement, maître de son propre destin, individuel d'abord sur le plan personnel, mais aussi de son destin social et de cette possibilité faramineuse, extrêmement profonde qui existe dans chaque être humain de décider de son destin, du destin de sa famille, du destin de son peuple, pour la contribution qu'il peut en tous les cas y avoir, quoi. Ça me semble fondamental. Il faut vraiment qu'on parte de là de façon profonde, parce qu'à partir de là, on aura véritablement la possibilité de reconstruire une société qui sera fondée non pas sur l'attente de chefs ou de responsables qui parlent et décident à notre place, mais qui sera fondée sur une volonté de participer et de coopérer. La coopération, c'est tellement fondamental. À partir de là, tout est possible. Merci à vous. Maintenant, chers téléspectateurs, ne nous quittez pas, parce que nous allons voir l'intervention de Frédéric Lordon. Il avait été invité à l'Élysée avec tous les intellectuels entre guillemets. Il n'y est pas allé et il a fait sa réponse à Macron depuis la Bourse du Travail à Paris devant 800 personnes. Donc regardez cette vidéo, elle est très intéressante. Elle dure quelques minutes. Au revoir à tous. Maintenant, bon visionnage de cette vidéo. Merci. Salut Merci Pascal. Beaucoup. Salut Pierre. Vite. À bientôt. Hasta la victoria, siempre. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je voudrais commencer, mais très brièvement, sur une note personnelle, parce que figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'ai reçu ça. Alors vous ne voyez pas très bien, mais là dans le coin, il y a une espèce de logo où il y a écrit Présidence de la République. Le mail a l'air véritable parce que l'adresse est en@elysée.fr, objet grand débat avec le président. Oui, ça m'a fait à peu près le même effet. Je vous lis. Cher monsieur, le président de la République souhaite avoir un débat prospectif avec des intellectuels le 18 mars en fin de journée, 18h à 22h, et voudrait vous proposer d'y participer. Non mais, enfin, ces mecs nagent en pleine béatitude ou quoi, hein? Ou alors ils sont au comble du désarroi. Hein? Monsieur Machin, conseiller d'Emmanuel Macron, se tient à votre disposition pour en parler au 06, etc. Bien cordialement tout ça. Alors... On y aille tous ensemble. Ça serait ma seule raison d'accepter, parce que pour l'instant, je dois vous dire, je suis resté un peu perplexe. Alors évidemment, il y a deux hypothèses me sont venues à l'esprit. Évidemment, la première, c'est celle du canular. La deuxième, qui n'est pas la moins probable, c'est celle du machiavélisme de sous-préfecture. En tout cas, voilà, c'était il y a 15 jours. Ça m'a semblé tellement loufoque, si vous voulez, que d'une chose l'autre, le travail, les courses, le ménage, tout ça, j'ai complètement oublié de répondre. Ce qui n'est pas très urbain, et je m'en excuse. Et puis ça m'est revenu à l'esprit dans la perspective de cette soirée, et je me suis dit que c'était pas une mauvaise occasion pour réparer ce manquement aux lois élémentaires de la politesse. Donc voici. Cher Monsieur Macron, quel hypocrite! Vous comprendrez que si c'est pour venir faire tapisserie le petit doigt en l'air au milieu des pitres façon BHL et Enthoven,
des intellectuels de cour comme Patrick Boucheron, je préférerais avoir piscine ou même dîner avec François Hollande. Au moins, votre invitation ajoute-t-elle un élément supplémentaire pour documenter votre conception du débat? Savez-vous qu'à part les éditorialistes qui vous servent de laquais et répètent en boucle que la démocratie c'est le débat, votre grand débat, personne n'y croit. Vous-même d'ailleurs, nous ne sommes pas certains que vous y croyez. Dans une confidence récente à des journalistes qui auraient gagné à recevoir plus de publicité, vous avez dit ceci, je cite, « Je ressoude partout et dès que c'est consolidé, je réattaque. » C'est très frais. Vous ressoudez et vous attaquez, c'est parfait, nous savons à quoi nous en tenir, nous aussi nous viendrons avec le chalumeau. En réalité, la manière dont vous utilisez le langage pour débattre, comme vous dites, nous sommes assez au clair depuis longtemps. C'est une manière particulière, dont on se souviendra, parce qu'elle aura fait entrer dans la réalité ce qu'un roman d'Orwell bien connu avait anticipé il y a 70 ans très exactement. Au moins, après la réussite incontestable de votre itinérance mémorielle, on ne pourra pas dire que vous n'avez pas le sens des dates anniversaires. C'est une manière particulière d'user du langage, en effet, parce qu'elle n'est plus de l'ordre du simple mensonge. Bien sûr, dans vos institutions, on continue à mentir, grossièrement, éhontément. Vos procureurs mentent, la police ment, vos experts médicaux de service mentent. Ce que vous avez essayé de faire à propos de la mémoire d'Adama Traoré par experts médicaux interposés, c'est immonde. Ça s'est fini dans une foirade spectaculaire. On peut en rire. Mais serais-je presque tenté de dire tout ça, c'est du mensonge tristement ordinaire. Vous et vos sbires ministériels venus de la start-up nation, c'est autre chose. Vous détruisez le langage. Quand Madame Buzyn dit qu'elle supprime des lits pour améliorer la qualité des soins, quand Madame Pénicaud dit que le démantèlement du Code du travail étend les garanties des salariés, quand Madame Vidal explique l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers par un souci d'équité financière, quand vous-même vous présentez la loi sur les fake news comme un progrès de la liberté de la presse, la loi anti-casseurs comme une protection du droit de manifester, quand vous nous expliquez que la suppression de l'ISF s'inscrit dans une politique de justice sociale, vous voyez bien qu'on est dans autre chose que le mensonge. On est dans la destruction du langage et du sens même des mots. Si des gens vous disent « je ne peux faire qu'un repas tous les 2 jours » et que vous répondez « je suis content que vous ayez bien mangé », d'abord la discussion va vite devenir difficile. Ensuite, forcément, parmi les affamés, il y en a qui vont se mettre en colère. De tous les arguments qui justifient entièrement la rage qui s'est emparée de ce pays, il y a celui-ci qui, à mon avis, pèse beaucoup, à côté, évidemment, des 30 ans de violence sociale que vous avez portés à un point inouï et des 3 mois de violence policière à vous faire payer. Il y a que face à des gens comme vous, qui détruisent à ce point le sens des mots, dont ils ruinent la possibilité même de discuter, pensez-y, la seule solution restante, j'en suis bien désolé, mais c'est de vous chasser. Il y a peu encore, vous avez déclaré, je vous cite, « Répression, violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. » Mais, monsieur Macron, vous êtes irréparable. Comment dire, dans un état de droit, ce ne sont pas ces mots, ce sont ces choses qui sont inacceptables. Avec un mort, plus exactement une morte, 22 éborgnés et 5 mains arrachées, vous vous repoudrez la perruque et vous nous dites, je cite encore, « Je n'aime pas le terme répression, parce qu'il ne correspond pas à la réalité. » La question, mais quasi psychiatrique, j'en suis désolé, qui s'ensuit, c'est de savoir, mais dans quelle réalité demeurez-vous, au juste? Il y a quelques jours, le Gorafi nous a donné des éléments de réponse en publiant un article dont le titre était, je cite, « Le comité de médecine du ministère de l'Intérieur confirme que le LBD est bon pour la santé. » On peut y lire ceci,
Christophe Castaner s'est réjoui des résultats des tests du comité de médecins et a aussitôt signé une ordonnance qualifiant de rébellion et outrage à agent toute personne qui mettrait en doute la fiabilité de cette étude. Mais, monsieur Macron, voyez-vous la minceur de l'écart qui vous tient encore séparé du Gorafi? Vous êtes la gorafisation du monde en personne. Sauf que normalement, le gorafi, c'est pour rire. En réalité, personne ne veut vivre dans un monde gorafisé. Si donc le macronisme est un gorafisme, mais pour de vrai, vous comprendrez qu'il va nous falloir ajuster nos moyens en conséquence. Et si donc il est impossible de vous ramener à la raison, il faudra bien vous ramener à la maison. Tous les glapissements éditorialistes du pays sur votre légitimité électorale ne pourront rien contre cette exigence élémentaire, et somme toute logique. En vérité, légitime, vous ne l'avez jamais été. Votre score électoral réel, c'est 10%. 10%, c'est votre score du premier tour, corrigé de l'abstention, et surtout du vote utile, puisque nous savons que presque la moitié de vos électeurs de premier tour ont voté non par adhésion à vos idées, mais parce qu'on les avait suffisamment apeurés pour qu'ils prennent l'option ceinture et bretelles. Mais quand bien même on vous accorderait cette fable de la légitimité électorale, il n'en reste plus rien au moment où vous avez fait du peuple un ennemi de l'État, peut-être même un ennemi personnel, et où en tout cas vous lui faites la guerre, avec des armes de guerre et des blessures de guerre. Mesurez-vous exactement à quel point vous êtes en train de vous couvrir de honte internationale? Le Guardian, le New York Times, jusqu'au Financial Times, le Conseil de l'Europe, Amnesty International, l'ONU, tous sont effarés de votre violence. Même Erdogan et Salvini ont pu s'offrir ce plaisir de gourmet, de vous donner des leçons en matière de démocratie et de modération. C'est dire jusqu'où vous êtes tombés. Mais de l'international, il n'arrive pas, heureusement, que des motifs de honte pour vous, également des motifs d'espoir pour nous. Les Algériens sont en train de nous montrer comment on se débarrasse d'un pouvoir illégitime. C'est un magnifique spectacle, aussi admirable que celui des Gilets jaunes. Une pancarte dont je ne sais ni si elle est algérienne ni si elle est française, et ça n'a aucune importance, écrit ceci: Macron soutient Boutef, les Algériens soutiennent les Gilets jaunes, solidarité internationale. Et c'est exactement ça. Solidarité internationale. Boutef bientôt dégagé, Macron a dégagé bientôt. Dans le film de Perret et Ruffin, un monsieur qui a normalement plus l'âge des mots croisés que celui de l'émeute, mais enfin comme vous savez, on a surtout l'âge de sa vitalité, plus que celui de son état civil. Un monsieur à casquette donc suggère qu'on monte des plaques de métal de 2 mètres par 3 sur des tracteurs ou des bulles, et que ce soit nous qui poussions les flics plutôt que l'inverse. C'est une idée. C'est une idée. Un autre dit qu'il s'est mis à lire la Constitution à 46 ans alors qu'il n'avait jamais tenu un livre jusqu'ici. Monsieur Macron, je vous vois ici vous précipiter pour nous dire que voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oui, lisez la Constitution. Et puis oubliez bien vite ces sottes histoires de plaques de fer. Mais vous savez, en réalité, ce sont deux activités très complémentaires. Pour être tout à fait juste, il faudrait même dire que l'une ne va pas sans l'autre. Pas de Constitution avant d'avoir passé le bulle. C'est ce que les Gilets jaunes ont très bien compris. Et c'est pourquoi ils sont en position de faire l'histoire. D'une certaine manière, monsieur Macron, vous ne cessez de les y inviter. En embastillant un jeune homme qui joue du tambour,
en laissant votre police écraser à coups de botte les lunettes d'un interpellé, ou violenter des gilets jaunes en fauteuil roulant, Monsieur Macron, en fauteuil roulant. Vous fabriquez des images pour l'histoire, et vous appelez vous-même le grand vent de l'histoire. Vous et vos semblables, qui vous en croyez la pointe avancée, il se pourrait que vous finissiez balayés par elle. C'est ainsi, en effet, que finissent les démolisseurs en général, car c'est ce que vous êtes, des démolisseurs. Vous détruisez le travail, vous détruisez les territoires, vous détruisez les vies, et vous détruisez la planète. Si vous n'avez plus aucune légitimité, le peuple, lui, a entièrement celle de résister à sa propre démolition. Craignez même que dans l'élan de sa fureur, il ne lui vienne à l'idée de démolir ses démolisseurs. Et comme en arriver là n'est souhaitable pour personne, il reste une solution simple, logique, et qui préserve l'intégrité de tous. Monsieur Macron, il faut partir. Monsieur Macron, rendez